Je suis toujours avec Pascal Hersant, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'unité physique des cellules et cancers et chef de l'équipe contrôle dynamique de la signalisation et de l'expression génétique à l'Institut Curie. On va prendre l'escalier. On continue notre visite du pavillon Curie. Et donc derrière, il y a les statues de Marie Curie. Ah oui, et qui est à côté d'elle ? Pierre ? Oui. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est le musée. Le musée Curie, qui est un très bel endroit où on peut découvrir régulièrement les origines de l'Institut et puis de la radioactivité. L'héritage de Marie Curie est quand même très présent ici. Ah si, je vais vous montrer. Alors ça, c'est une pièce de réception avec un piano. Ça, c'est notre pièce de séminaire où tout le monde vient régulièrement faire des réunions d'équipe, on vient de parler de science, et on y a mis un piano. Parce qu'en fait, il y a plein de musiciens, il y a plein d'artistes, et c'est un bel endroit de sociabilisation. Et donc des fois, il y a des gens qui jouent jusqu'à tard le soir, et c'est très chouette. Et vous jouez ? Alors oui, moi je joue aussi, mais pas là. Parce que j'ai jamais le temps. Mais vous jouez du piano ? Oui, je joue du piano. Il y a beaucoup de gens ici qui jouent de la musique, guitare, piano, violon. Il doit même y avoir du chant. Dans cet épisode du podcast Tête chercheuse, on s'intéressera à l'esthétique de la science, au chant des dunes, mais d'abord à ce que la cybergénétique, la biologie de synthèse et les recherches de Pascal Hersant peuvent apporter concrètement à la lutte contre le cancer. Qu'est-ce que ça apporte du point de vue de la lutte contre le cancer ? Est-ce que ça a déjà des applications Alors, je vais être décevant. thérapeutiques ? Je vais être très décevant. Il n'y a pas d'application thérapeutique aujourd'hui à ce genre d'études. On est vraiment sur de la recherche très fondamentale. Par contre, ce qui est intéressant sur cette question qui revient souvent, c'est-à-dire à quoi ça sert ce que vous faites, c'est une bonne question, hein, une question tout à fait légitime. Il y a plein de façons d'y répondre. La première, c'est aussi de rappeler quand même, et je pense que c'est important, que en recherche fondamentale, et puis on parlait de relation avec la musique, avec l'art, etc., il y a la sérendipité, il y a le fait de se laisser surprendre par des choses qui ne sont pas prévues. Et c'est un élément moteur essentiel de beaucoup de recherches. Donc moi, j'y tiens beaucoup. Je pense que beaucoup de mes collègues seront d'accord avec ça. Après, on ne fait pas non plus des choses juste un coup d'épée dans l'eau pour voir. Et ce qui est intéressant à l'Institut Curie, et le fait d'être un labo de physique au milieu de plein de laboratoires de biologie et à proximité d'un hôpital, c'est que forcément, on a envie aussi de participer à la lutte contre le cancer, et puis on a des arguments à faire valoir. Et donc notamment, pas sur la cybergénétique, mais sur la biologie de synthèse. Donc mon équipe change de sujet de recherche assez souvent, tous les 5 ans à peu près. Et donc on s'est mis à réfléchir justement, grâce à ce qu'on avait fait sur la cybergénétique, sur l'optogénétique, comment venir contrôler des cellules avec de la lumière. Ou avec du son ? Ouais, alors justement, on fait du son maintenant. Alors je sais pas comment vous savez ça. Incroyable. Ça m'a fascinée. Donc on parlait de biologie synthétique. Donc on peut faire à peu près ce qu'on veut des cellules. Et puis on a découvert les travaux de quelqu'un qui s'appelle Mireille Shapiro, qui est à Caltech aux États-Unis, et qui lui s'est lancé dans la sonogénétique. Donc comment est-ce que on peut essayer de relier l'expression des gènes avec du son ? Alors ça a l'air un peu troublant comme ça. Mais non, mais c'est génial, ça voudrait dire que les cellules réagissent au son ? Ouais, alors elles peuvent réagir au son, et ça c'est pas forcément très surprenant parce qu'on sait que les cellules sont sensibles à la mécanique. Donc on sait qu'il y a un lien intime entre la mécanique et la biologie. C'est un des grands apports de la physique des 15 dernières années. Donc, et le son, c'est de la mécanique. Le son, c'est des ondes mécaniques qui se propagent. Donc, bon. Mais là, on va faire un truc un petit peu différent. Alors on démarre, hein, donc c'est pour dans longtemps. C'est de se dire qu'on peut faire exprimer dans des bactéries des petites vésicules de gaz, donc des petits sacs de gaz dans les bactéries. Initialement, c'est des choses qui existent dans la nature pour que les bactéries marines contrôlent leur flottabilité. Donc elles expriment plus ou moins comme les sous-marins, des petits sacs d'air, et donc elles ont... Voilà. Donc il a fait un travail fantastique de récupérer quels sont les bouts d'ADN qui codent pour ça, et de les réexprimer dans des bactéries qui sont plus classiques pour nous, donc typiquement Escherichia coli. Une fois qu'on a ça, on peut le mettre en regard d'une deuxième observation qui est assez fascinante, qui est de dire que il est maintenant à peu près admis qu'au sein des tumeurs, on va trouver aussi un microbiote. Il y a aussi des bactéries, il y a des levures. Je ne sais pas trop comment elles arrivent là, mais elles y sont. Et évidemment,
les bactéries levures, elles ont un métabolisme, donc elles vont participer soit au développement tumoral, donc en faveur, ou enfin positivement ou négativement, il y a encore des débats, puis ça va dépendre des bactéries, des tumeurs, etc. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on est capable, c'est comme les bactéries, elles s'y retrouvent dans ces tumeurs, si on peut y mettre nos bactéries avec nos petites vésicules de gaz, peut-être qu'on va pouvoir voir ces bactéries par acoustique. Donc on essaye de faire en sorte de pouvoir avoir des bactéries qui détectent des biomarqueurs, donc des molécules qui sont spécifiques du cancer, pour pouvoir venir par une simple échographie avoir une idée du métabolisme des tumeurs. Et donc il y a beaucoup d'étapes. Donc aujourd'hui, on sait faire ces bactéries-là, on est presque capable de faire, mais il y a des choses à améliorer, à faire en sorte que ces bactéries-là détectent par exemple des sucres produits par les cellules cancéreuses, et qu'en réponse à ces sucres, elles expriment justement ces petites vésicules de gaz, et ce qui les rendrait visibles par acoustique. Et donc on vous fait manger des bactéries. Échographie, et on vous dit un peu où ça en est. Une autre piste sur laquelle travaille la communauté scientifique, ce sont les bactéries thérapeutiques. Elles pourraient jouer un rôle déterminant dans les futurs traitements contre le cancer dans les années à venir. On n'est pas loin de la science-fiction. Je ne sais pas si ça va marcher. Quand je dis on, c'est pas forcément ce que nous on fait, c'est la communauté scientifique. C'est rentrer dans le champ qu'on appelle les bactéries thérapeutiques, où ces bactéries-là, comme on sait qu'elles vont trouver une niche au sein de certaines tumeurs, on peut aussi leur faire produire des cytotoxiques. Donc elles se retrouvent comme des petits agents anticancéreux, mais c'est les bactéries qui les produisent. Donc on modifie les bactéries, on espère qu'elles se retrouvent au sein de tumeurs, et au sein de ces tumeurs-là, elles vont produire des molécules, des agents chimiques qui vont directement lutter contre les cellules cancéreuses. Ça, c'est de la science-fiction ? Ça, il y a des tests cliniques aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça ne marche pas encore, mais que c'est probable qu'on arrive à faire quelque chose. Et ça, la cybergénétique joue un rôle dans ces essais-là ? C'est plutôt de la biologie synthétique, mais ce qu'on pourrait faire avec la cybergénétique, c'est s'assurer que ces bactéries-là... On les emmène bien au bon endroit. Ouais, et qu'elles ne fassent pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'avec la cybergénétique, ces bactéries, on pourrait les forcer à aller sur la tumeur, enfin Alors ça, je ne saurais pas faire. Par contre, j'aurais des idées pour m'assurer que les bactéries qui sont dans la tumeur fassent bien ce qu'on leur a demandé de faire. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une bactérie, c'est un système évolutif, et qu'une fois qu'on l'a largué dans la nature, il faut faire attention. Et donc on aurait des moyens de surveiller et de vérifier que les bactéries produisent le bon cytotoxique au bon niveau, etc. Et ça, c'est ce que vous espérez, entre autres, dans votre recherche en cybergénétique, c'est d'être capable, comme ça, avec des bactéries, de pouvoir aller cibler des tumeurs ? C'est ce qu'on aimerait bien faire, mais ça nous fait presque revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que même si il n'y a pas de cybergénétique dedans, on serait très content. C'est-à-dire que même si on a juste des bactéries qui sont capables déjà de nous permettre d'avoir une vision quantitative avec l'acoustique de ce que fait la tumeur, on sera déjà très content. Le fait de pouvoir les contrôler, les piloter, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis il faudra aussi être confronté à un moment donné au côté pratique des choses. C'est est-ce que ça nous apportera quelque chose de les contrôler ? Si ça se trouve, on sera suffisamment intelligent, ou les systèmes de biologie synthétique qu'on va faire au sein de ces bactéries seront suffisamment robustes pour qu'on n'ait pas besoin de venir les piloter derrière. Et ça sera tant mieux. Il ne faut jamais oublier que les technologies, plus c'est simple, mieux c'est. Pascal Hersant a obtenu plusieurs bourses ERC du Conseil européen de la recherche. La première, en 2016, lui a permis de développer le projet Smart Cells. Avec son équipe, il avait alors mis au point un système de microscopie intelligente permettant de contrôler en temps réel l'expression génétique et le comportement des cellules vivantes grâce à l'informatique. Il m'explique ce qu'est la particularité de cette bourse européenne. L'Europe a voulu justement s'assurer qu'on favorise des financements assez importants sur des projets radicalement nouveaux. Okay. Ou en tout cas, on essaie de porter, ils appellent ça high risk, high gain. Donc on prend des risques scientifiques, on sait que ça risque de pas marcher, mais si jamais ça marche, on va faire des avancées significatives, que ce soit fondamental ou pas. Et donc c'est le European Research Council qui s'occupe de ça. Et donc tous les ans, il y a en Europe
je ne connais pas le chiffre exact, mais 400, 500 bourses ERC qui sont attribuées à différents niveaux de carrière, et pour tous les pays européens, donc ça doit en faire une trentaine par an en France, effectivement. Et donc moi, j'ai été lauréat d'une de ces bourses-là il y a quelques années. Une fois qu'on a eu cette ERC, on peut demander à avoir un petit peu plus d'argent pour transformer une idée qu'on a eue vers une application. Et l'idée qu'on a, qui découle de la cybergénétique, mais qui n'est plus de la cybergénétique, c'est de dire, quand on sait faire nos boucles de rétroaction, en fait, ce qu'on sait faire aussi, c'est rendre un microscope intelligent. Mais ça vous a donné de l'argent ? Oui, à chaque fois, il y a des financements qui vont avec. Toute la recherche, les autres personnes que vous allez voir, l'essentiel de la recherche est financé sur projet. Donc on écrit des projets, on demande de l'argent, on en a ou pas. C'est ça, et vous, en tant que directeur de labo, encore plus, j'imagine. Vous écrivez Alors, vous recherchez des financements Je recherche des financements pour mon équipe et je m'assure qu'il y ait des financements pour le laboratoire qui soient aussi obtenus. Ouais. C'est à la fois super, ces recherches sur financement, parce que ça veut dire que si on a un très bon projet, ben on peut être indépendant assez vite et tester des choses. L'autre côté, c'est que ça peut être un peu lourd parce que le risque, enfin c'est plus qu'un risque, ça devient une fin en soi. C'est-à-dire que moi, je suis obligé, pour que mon équipe continue à fonctionner, d'attirer des financements de manière régulière. Et donc, en fait, être constamment à devoir faire ces demandes d'argent avec l'impératif de la nouveauté, l'impératif de l'application, l'impératif du match entre ce qu'on fait et la société, par exemple, sont des injonctions qui sont un peu contradictoires. D'autant plus que, on va être polémique 5 secondes, si je ne demande pas d'argent, oui, qu'est-ce qui se passe ? Ben pour moi, il ne se passe rien. Moi, je suis fonctionnaire, je continue à avoir mon salaire et à être payé. C'est complètement, on marche sur la tête. C'est-à-dire que le minimum serait d'avoir de quoi travailler de base. Et puis après, se mettre à plusieurs ensemble pour aller chercher des projets de plus grande ampleur. Mais demander, ou trop demander, aux gens de dépendre de financements qui sont non pérennes et aléatoires, ne me semble pas être une stratégie long terme très efficace. Et ça, c'est un problème en France, sur les moyens qui sont alloués à la recherche ou pas ? Non, la recherche française est en déclin, on va le dire. Bon, c'est un peu brutal. Évidemment qu'on n'est pas en déclin partout. Évidemment qu'il y a des gens qui sont fantastiques. Il y a encore eu des prix Nobel français récemment. On remarquera quand même que les prix Nobel, ils n'ont pas 20 ans. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir si on a encore des figures de proue, c'est est-ce que dans 20 ans, on aura encore des figures de proue ? Je pense que la question, elle est posée. Pascal Hersant est inquiet de l'avenir de la recherche scientifique en France et du recrutement des jeunes chercheurs. Il se souvient de ses années de thèse, de ses voyages dans le Sahara. Le parcours scientifique de Pascal Hersant est original. Il s'est toujours laissé guider par sa curiosité. Moi, je veux revenir sur une chose que vous avez dite, c'est sur la surprise. Parce qu'en fait, depuis le début de notre discussion, vous me parlez beaucoup d'art. Oui, mais je devrais peut-être pas. Ouais, je sais vous me parlez d'art, vous me parlez de musique et vous me parlez de surprise. Je pense qu'il y a un lien assez fort entre il y a une esthétique de la science. À laquelle vous êtes sensible. Ouais, mais je pense comme beaucoup de mes collègues, il y a une sensibilité qu'on peut avoir. Et quand on voit il y a des images de science qui sont absolument fantastiques, que ça soit dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, enfin, qu'on voit ces images de cosmos, le télescope Hubble, ces choses-là, c'est assez beau. Même quand on voit une division cellulaire. Une division cellulaire, c'est exceptionnel à regarder. Même les premiers jours de l'embryon. Oui, la gastrulation et les premiers mouvements collectifs de cellules, tout le monde devrait avoir vu ça une fois dans sa vie, je me permets de le dire. Et malheureusement, plein de gens ne l'ont pas vu. Et c'est des choses qui sont assez éclairantes sur l'émergence des fonctions dans le vivant. Comment est-ce qu'on parlait des protéines qui font qu'une cellule fonctionne ? Là, c'est le stade du dessus. Comment plein de cellules qui sont à peu près toutes identiques à ce stade-là vont collectivement générer des mouvements qui vont mener à la différenciation cellulaire. Enfin, c'est totalement exceptionnel. Mais c'est ça, mais vous aussi, vous êtes fasciné par cet objet. Bien sûr, par cette recherche et encore plus sur les cellules. C'est fascinant, mais du coup, on voit bien qu'il y a une esthétique de ces choses-là. Je ne saurais pas la décrire, parce que je suis assez instinctif, et c'est pas que en biologie. Moi, mes premiers amours scientifiques sont sur des choses qui n'ont rien à voir. J'ai fait une thèse sur la forme des dunes de sable. Ça, vous saviez pas ça, hein ?
c'est trop beau. Rien à voir. J'ai eu la chance d'aller dans le désert plusieurs fois pour les voir en vrai. Et on a eu cette chance incroyable de redécouvrir ce qu'on appelle le chant des dunes. Donc je dis redécouvrir, parce qu'il y a d'autres gens qui l'avaient vu bien avant. Mais certaines dunes assez grosses, dans des bonnes conditions, vont avoir des écoulements de sable à leur surface qui vont générer du bruit. C'est un bruit d'avion. C'est incroyable, on marche dans le désert, il n'y a pas un bruit, puis d'un coup il y a un bruit d'avion, mais il n'y a pas d'avion, c'est une avalanche de sable. Et donc, on appelle ça le chant des dunes. On appelle ça le chant des dunes, assez passionnant. Il faut voir, il y a des écrits de Marco Polo qui reviennent là-dessus. On retrouve dans la littérature certaines citations. Et puis on peut comprendre, physiquement, c'est plein de grains qui bougent tous ensemble, donc ça fait comme un haut-parleur. Et c'est magnifique. Et ça, c'est une surprise. Ça, c'est des très beaux moments. Ça ne veut pas dire forcément que c'est nouveau scientifiquement. On peut très bien avoir une belle déception 3 jours après en se rendant compte que, bien sûr, plein de collègues l'ont vu il y a 100 ans et que tout ça est complètement balisé, mais ça n'enlève rien à la belle surprise. Et donc, à l'émotion de la surprise. Oui, exactement, c'est une belle émotion. Et c'est ça qui fait que c'est un métier intéressant. Et c'est de se laisser surprendre. Et puis quand on creuse un peu, en général, même si on a plein de collègues qui ont compris plein de choses, il y a toujours des choses à aller regarder derrière. Je reviens sur votre thèse. Ouais. Thèse sur la forme des dunes. Oui. Oh, mais c'est génial, c'est de la poésie. C'est pas de la physique. Pas, si c'est de la physique, c'est pareil. Vous pensez que c'est pareil? Bah oui, pour certaines choses c'est pareil. Mais non, c'était une thèse assez fascinante. Ouais. J'étais avec des gens super. Et puis c'était venu naturellement. Et c'était des questions qu'on retrouve en biologie. C'est l'émergence des formes, c'est la morphogénèse. Comment ça se fait que plein de grains de sable, tous identiques, sculptés par le vent, vont avoir des formes particulières. Ça se déplace en plus. Il y a des collisions entre les dunes. On s'éloigne de l'Institut Curie et de la biologie, mais j'ai fait du chemin entre-temps. Mais tous ces aspects de morphogénèse dynamique sont des choses qui intéressent le physicien, puisqu'on est sur des systèmes qui sont souvent hors de l'équilibre. Il y a l'émergence des formes et des fonctions. Il n'y a pas de cerveau. Pourtant, il y a des logiques qu'on peut essayer de comprendre. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, qui me plaît toujours d'ailleurs. Et en fait, ce que j'ai fait en thèse, c'était pas trop de les voir bouger dans le désert, c'était trop compliqué, trop long. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce que font les physiciens, c'est qu'on a mis en place des expériences qui permettent de reproduire des dunes en laboratoire, donc, alors pas du tout à la même taille, mais des petites dunes qui font quelques centimètres, qu'on fait sous l'eau, parce que pour des raisons de gestion d'échelle, on ne peut pas faire une grosse dune dans l'air, par contre on peut faire des dunes sous l'eau qui vont avoir des propriétés assez semblables à leurs voisines éoliennes. Et du coup, à reproduire en quelques jours des dynamiques de champs de dunes qui seraient l'équivalent de quelques dizaines d'années dans la vraie vie, dans les déserts. C'était top. Bah, j'imagine. Ouais, c'était super. Je vous donnerai le GPS des dunes qui chantent. En plus, il y en a une bien particulière, absolument. Qui chante plus que les autres ? Oui. Et c'est dans quel désert ? Moi, où j'allais, c'est dans le sud du Maroc. Avant de me donner le GPS de sa dune, Pascal Hersant me montre des vidéos d'autres dunes qui chantent. Pascal Hersant, on est devant votre ordinateur et là, je vois un homme au milieu d'une dune. C'est votre directeur de thèse ? C'est mon directeur de thèse, Stéphane Douady, quelqu'un d'assez extraordinaire. Et donc là, il est sur une dune. Donc une dune, c'est un gros tas de sable. Donc là, c'est des énormes dunes qui vont faire 40 mètres de haut, 50 mètres de haut. Et il y a toujours une face au vent qui est assez dure, sur laquelle on peut marcher sans s'enfoncer, parce qu'on comprend bien pourquoi. Le vent enlève le sable et donc le tasse. Et puis il y a une face sous le vent, qu'on appelle la face d'avalanche. Et là, quand on met ses pieds à l'intérieur, on s'enfonce. Alors, on ne s'enfonce pas jusqu'à la taille, mais on s'enfonce. On voit bien sur l'image, là on ne voit plus les chaussures. Et donc il va faire un truc génial, là, sur le film que je montre. Il va s'asseoir et il va pousser devant lui du sable, ce qui va générer une avalanche. Et on a passé l'après-midi. C'est Stéphane qui parle. On se rend parle. compte qu'il y a deux sons, un son de pied et un son d'avalanche. Parce que c'est quand même... Voilà, ça c'est le son des dunes. Quand on pousse beaucoup de sable entre ses jambes. Faut imaginer, c'est la force d'un avion. On entend ça comme... On croit qu'il y a un avion qui passe dans le ciel. C'est des fréquences assez pures. On avait fait des sonogrammes, donc des analyses de Fourier de ces sons-là. C'est des sons assez purs avec quelques belles harmoniques. Alors on a l'air ridicule sur la dune quand on fait ça, mais c'est pas grave, le son est assez exceptionnel. Voilà. Donc c'est ça le chant des dunes. Et on n'y avait pas été pour ça, on y allait pour regarder la forme des dunes, et puis en marchant, on a vu un son bizarre, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et
Et puis finalement, on y est revenu aussi pour ça. Voilà. Et vous avez travaillé là-dessus Oui, ou on a pas travaillé, sur le son? on a même publié des articles sur le son, les fréquences, en quoi c'est lié avec la qualité des grains de sable, avec la vitesse à laquelle on pousse le sable. Il y a des lois physiques assez simples qui permettent de comprendre ça, d'avoir des ordres de grandeur, des lois d'échelle, comme on dit. Et en fonction du diamètre des grains de sable, on aura un son plus ou moins grave? Oui, absolument, le diamètre des grains. Alors on peut même attention, équation. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'il ne faut pas que je dise de bêtises. Mais on a le diamètre des grains, on va l'appeler D. Ouais. C'est une dimension, une distance. Et puis il y a la gravité. C'est la gravité qui va faire que les grains vont... Et la gravité, c'est des mètres par seconde moins 2. Donc c'est une distance avec un temps. Et là, comme on est en physique, on va se dire, on va faire G, qui est la gravité, on le divise par D, et on prend la racine carrée de ça. Et ça, dimensionnellement, du coup, ça va être comme des secondes moins 1. Donc ça, c'est une fréquence. Donc ce que ça nous dit, c'est que la gravité et juste le diamètre des grains, il nous donne la fréquence qu'on entend sur une dune. Et c'est assez bien vérifié. C'est-à-dire qu'en fonction des dunes où vous alliez, vous aviez des sons différents? Ouais, alors légèrement, en fonction de la taille des grains. Et si maintenant on vient en laboratoire et qu'on remplace la gravité, qui est le moteur de la vitesse de l'avalanche, par autre chose, donc par exemple, comme Stéphane le montrait sur la vidéo, on pousse le sable avec la main très vite, donc on fait une gravité plus ou moins forte, et bien on va changer la fréquence. On a même, je crois, dans un article, je sais pas si je pourrais le retrouver, on a fait une gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors peut-être pas do, ré, mi, peut-être ré, mi, fa, sol, enfin je sais pas quelle extension on avait fait, simplement en poussant plus ou moins vite le sable. Ah oui, c'est... Pourquoi êtes-vous sorti des dunes? Mais je sais pas. Non, mais c'est bien de changer, il faut explorer. En fait, c'est assez intriguant de voir comment... Il y a 1000 façons de faire de la recherche. Donc il y a des personnes qui vont préférer creuser un sujet jusqu'au bout, et je trouve ça parfaitement admirable. Et puis il y en a d'autres, dont je pense faire partie, qui vont avoir besoin d'aller voir autre chose assez régulièrement. Ouais, tous les 5 ans. Et donc on est toujours un peu naïf, ça peut être casse-gueule, hein, on peut aussi se planter, mais en tout cas moi je m'épanouis comme ça, et puis je pense que c'est assez intéressant d'avoir les deux types de personnalités, et puis tous les autres qui vont se retrouver au milieu, justement pour croiser les regards et générer de l'innovation. L'innovation et les idées, c'est pas des fruits sur un arbre, hein, ça pousse pas tout seul, ça demande plein de travail, plein de brainstorming, plein de tests. Mais il faut quand même de l'imagination. Oui, il faut de l'imagination, oui. Il faut de l'imagination, ça se sculpte, ça se teste, ça se reprend, et c'est comme ça qu'on fait apparaître... Enfin, les idées, elles ne préexistent pas. On va se poser des questions et on va aller regarder la matière, le vivant, les dunes, avec plein d'angles différents, et puis à un moment donné, on se dit, tiens, c'est ça qui pourrait expliquer ça, et c'est ça que je vais creuser. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous parlez de sculpter. C'est comme si on sculptait son idée. Parce que c'est... Ouais. Je sais pas si c'est le bon terme, mais parce qu'à l'époque, on parlait de sculpter les dunes. C'est pour ça, et comme on vient de revoir des images de dunes qui me ramènent 20 ans en arrière. J'ai fini ma thèse en 2004, donc on est 20 ans en arrière pile. Donc ça me rappelle des joyeux souvenirs. Je vous remercie d'ailleurs de ça. Dans l'épisode suivant de Tête chercheuse, nous ferons la connaissance de Meriem Bagdadi. Meriem Bagdadi fait partie de l'équipe de recherche Migration et Invasion cellulaire de l'Institut Curie. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs de l'Institut Curie, qui ouvre la voie à de nouvelles connaissances et donne à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Alice Torrens, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alissane Brassac, production Chloé Tavitian et Camille Juseau.